Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide 101 des métiers. Mon nom est Alexis, je suis l'animateur avec Brie Guimont. Comment ça va, Brie, aujourd'hui? Ça va bien, écoute, ça va bien. Premier podcast, comment on se sent? Je suis stressée un peu, mais je suis surtout contente. Là. Ouais? Passez ma journée? Ouais. Bon, c'est bien ça, je suis content de savoir ça. Puis aujourd'hui, de quoi qu'on parle? Aujourd'hui, on est avec une vétérinaire qui est avec nous. Elle vient de Varennes. Puis justement, aujourd'hui, on est là pour lui poser des petites questions, puis savoir pourquoi elle fait son métier, puis en apprendre plus un peu sur le métier de vétérinaire. Donc, est-ce que tu veux nous la présenter? Ouais, elle s'appelle Claudia Forget. Coudonc, salut! Ça n'en prend pas plus. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va tellement bien. Je suis vraiment contente d'être avec Brie, de pouvoir parler de mon métier d'amour, finalement. Vous, ça fait, dans le fond, pour commencer, ça fait combien d'années que vous faites ça? Bien là, c'est sûr, tu vas savoir mon âge. Oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Je te dirais que j'ai terminé en 91. Ça fait 30 ans. Oh, OK. Et boy! Ben oui, ça fait 30 ans de plaisir. Ça a passé Ben vite. Puis, dans le fond, Brie, comment... Toi, dans le fond, c'est un métier qui t'intéresse, toi, le métier de vétérinaire? Ben, c'est sûr que j'aime beaucoup les animaux, fait que ça tu sais, c'est déjà un must pour être Oui, vétérinaire. ça prend ça. Puis c'est surtout que j'ai le potentiel, puis ça me motive beaucoup de savoir que je pourrais faire ce que j'aime. Oui. Fait que c'est Hey, sûr tu sais, que... ça, Brie, là, c'est tellement important ce que tu dis. Ouais. Parce que dans la vie, on peut faire plein de métiers. Mhm. Mais des fois, on peut être malheureux dans un métier. Le métier de médecine vétérinaire, s'il t'attire, c'est un métier qui est tellement... On fait tellement de choses différentes dans une journée qu'on peut jamais s'ennuyer. C'est fou. Tu sais jamais quand tu te lèves qu'est-ce qui va t'arriver sur la tête Ouais. cette journée-là. Fait que c'est sûr que c'est un métier que... Puis il y en a plein d'autres métiers de même. Mais ce que je veux dire, c'est un métier doit être quelque chose de plaisant à faire. OK. Puis Le plus possible. Puis dans le fond, pour débuter, un vétérinaire, ça fait quoi? C'est quoi la formation? Tu sais, comment... Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça un peu? Comment ça se passe? C'est assez large. Hein? Un vétérinaire, on appelle ça, en fait, c'est un médecin pour les animaux. Donc, c'est très, très large comme curriculum qu'on appelle. Donc, quand on entre en médecine vétérinaire, on ne dit pas, ben moi, je voudrais soigner les chats, alors je vais apprendre seulement les chats. Non, non, non. C'est en fin de compte, on apprend tous les animaux, les grands, les petits. On apprend de la technique au niveau de recherche, de techniques scientifiques. Puis ça nous aide beaucoup à comprendre comment le corps fonctionne, comment les maladies fonctionnent. Fait que je te dirais que, en fait, tu me disais tantôt que tu aimerais ça être vétérinaire parce que tu aimes les animaux. Ça prend ça. C'est sûr que c'est de base. Tu n'en vas pas là-dedans si tu n'aimes pas les animaux. Exactement. Mais il y a une autre affaire en arrière qu'il faut qu'on ait. C'est avoir le goût d'être un détective. Ça a l'air drôle, mais à chaque fois qu'un animal t'est présenté, lui, il ne peut pas te dire où il a mal nécessairement. Alors, c'est à toi à découvrir c'est quoi la maladie. Mais je pense qu'en médecine humaine, c'est la même chose, même si les gens parlent. Mais à ce moment-là, chaque fois, tu as un petit challenge. Il boite. OK, il boite pourquoi? La patte est-tu cassée? Sais-tu foulé quelque chose? Y a-tu un ongle qui est rentré dans sa peau? Il fait-tu de l'arthrite? Okay. Donc, tout ça, ça sort dans ta tête comme des grands points d'interrogation. Toum, 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 toum. Puis à un moment donné, ben, comme un détective, tu dois vérifier chaque hypothèse que tu fais. Hey, là, je m'étire, puis je m'étire. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est ça. C'est en fait, il faut que tu aies le goût d'être détective et aussi, il faut que tu aies le goût de comprendre comment ça marche, cette machine-là du corps. C'est surtout de la biologie un peu. Beaucoup de biologie. Ouais. Mais comment ça marche? Comment ça se fait qu'on a un système de sang? Comment ça se fait que ça prend des globules blancs? Qu'est-ce qu'ils font les globules blancs quand on a une infection? C'est de toute beauté et c'est infini, toutes les belles informations qu'on reçoit dans un cours comme ça. OK. Puis ça prend environ... lorsque vous avez débuté, vous, est-ce que le tu ou Le vous... tu, certain, le tu, certain. Parfait, ça. Donc, lorsque tu as débuté, dans le fond, ton éducation vers vétérinaire, comment ça fonctionne? C'est le nombre d'années? Bien, c'est ça. Tu as bien raison. On va commencer par finir notre secondaire. Aussitôt qu'on a terminé notre secondaire, on s'enligne pour le cégep. C'est le fun, c'est une petite passe droit dans le sens que quand tu vas aller à l'université, c'est pas 3 ans, c'est un 2 ans. Donc, c'est un petit 2 ans, important quand même. Ça prend des bonnes notes. On doit travailler fort. Je vous expliquerai tantôt aussi, il y a d'autres façons de passer par d'autres chemins.
Alors, on y va avec le chemin classique, c'est les 2 ans de cégep. Et ensuite, c'est 5 années à l'université. Quand on arrive à l'université, c'est ça, il y a plusieurs universités qui donnent le cours. Donc, je ne sais pas si tu savais ça, Brie. Où est-ce qu'elle se donne le cours de médecine vétérinaire au Québec? Ben, le cégep, c'est à Saint-Hyacinthe, me Yep. semble. Le cégep et l'université, hein, parce Ah que c'est pas la médecine vétérinaire se donne pas au cégep, elle se donne à la faculté. C'est une branche de l'Université de Montréal, mais qui est à Saint-Hyacinthe. Alors, on a notre campus à nous, puis c'est 5 ans. Alors, à ce moment-là, on a Saint-Hyacinthe et dans pas longtemps, en 2024, Rimouski va ouvrir aussi une branche où est-ce que là, il va y avoir d'autres vétérinaires qui vont pouvoir se former. Oui, toujours en supervision avec la faculté de médecine vétérinaire. Alors, on attend ça avec attention parce qu'il y a seulement 75 jeunes qui sont pris à chaque année. Ouais. Puis à Rimouski, puisque c'est surtout sur le bord de la mer, est-ce que ça va être plus spécialisé avec le côté aquatique? C'est pas encore très, très détaillé de ce que je lisais, mais ça va être plutôt, on cherche les vétérinaires bovins peut-être plus. Mais il y aura des places pour la médecine des petits animaux, puis une place pour la médecine des bovins, des cochons, des chevaux, puis tout ça. Là, parce qu'on est plus en campagne là-bas. Oui, c'est surtout dans le Bas-Saint-Laurent. C'est ça. Oui, ça va les aider aussi à avoir des vétérinaires qui vont s'implanter dans ce coin-là. Alors, c'est ça, on disait. Puis il y en a d'autres à l'école. Au Canada, on en a une à l'île du Prince-Édouard, une école. On en a une à Guelph, en Ontario. Puis on en a une en Alberta. Il n'y en a pas dans les autres provinces comme à Saskatchewan, Colombie-Britannique, non? Non, il y en a juste 4. Oh, OK. 4 plus notre petit plus là, en Rimouski qui s'en vient. Fait que, mettons que moi, j'habiterais en Saskatchewan, ben il faudrait que je déménage. En Alberta, effectivement. Ouais. Il y a aussi des fois des gens qui vont faire, tu sais, quand tu veux vraiment. On disait tantôt des passe-passe, mais tu peux aussi te faire une demande si tu es prête à déménager. Et puis, il y a toujours 1 ou 2 places qui sont réservées aux les étudiants étrangers. Donc, ça peut être une façon de rentrer de ce côté-là. On parlait aussi, ça peut être aux États-Unis. J'avais un de mes amis, lui, qui avait été faire son cours de médecine vétérinaire la première année aux États-Unis. Et ensuite, il est rentré avec nous en 2e. Aux États-Unis? Oui, effectivement, c'était plus dispendieux. Là, ça dépend, mais écoute, tout est possible, dépendamment de ce que... Y a-t-il une différence entre les universités américaines et les universités canadiennes avec le programme de médecine vétérinaire? C'est bien que tu... non. Je te dirais pourquoi je dis non avec autant de fermeté. Et bon, OK, au niveau pécunier, nous autres, on est hyper chanceux parce que le gouvernement nous subventionne beaucoup, beaucoup nos études. Hein? Donc, c'est plus une question, j'ai pas d'argent, je peux pas aller à l'école. Ça, c'est pas une excuse. À ce moment-là, tu vas à l'école parce qu'au Québec, on est bien subventionné au Canada. Aux États-Unis, ils doivent payer complètement leurs cours, puis ça coûte très cher. Mais je te dirais, au niveau de la qualité du cours, on a un examen au bout des 5 années qui s'appelle le BNE, le Bureau national des examens, des examinateurs. Mais je pense, non, le NAVLE maintenant. Mais en fait, c'est ce que ça veut dire, c'est un examen qui est donné à travers l'Amérique du Nord, à la même date, à la même heure. On part tout ça en même temps, c'est les mêmes questions. Et puis, puis ça dure 6 heures. Puis c'est long, mais c'est ça, c'est ton dernier examen. Si tu le passes, ben là, à ce moment-là, tu peux être promu vétérinaire. Et c'est beaucoup plus facile pour aller voyager, pour travailler ailleurs, parce que ça te prend ça pour aller aux États. Ah, ouais, OK. Ouais. Pour travailler comme vétérinaire aux États-Unis. C'est ça. Ce que je te disais aussi tantôt, on parlait de d'autres façons d'aller en médecine vétérinaire. Il y en a une autre que j'ai choisie parce que la vie m'a amenée comme ça. J'ai fait mon cégep. Puis ensuite, pour entrer en médecine vétérinaire, c'était difficile. Alors, je suis passée par un domaine que j'aimais, la biologie. Et puis, j'ai fait 1 année ou 2 en biologie. Puis, ça l'a fait que mes notes ont monté parce que j'aimais tellement ça que j'en mangeais. Et puis, je me suis retrouvée à avoir les notes qui étaient belles pour rentrer en médecine vétérinaire. Alors, ça dépend de ta persévérance. C'est ça. Oui. Moi, j'ai une question. C'est quoi les différentes spécialités de la médecine vétérinaire? Parce que je sais qu'il y a comme plus les animaux domestiques. Après ça, tu as les animaux plus exotiques. Puis après ça, tu as comme zoologiste. C'est plus spécialisé parce qu'il y a beaucoup plus de sortes d'animaux. Puis, il y en a d'autres? Oui. Ben là, écoute,
quand je savais que tu me poserais peut-être cette question-là, je me suis mis à les énumérer. Oui. Puis le mot spécialité nous mêle un peu parce que même dans la médecine des petits animaux, il y a plein de spécialités. Mais si on y va dans la grande branche, là, mettons, comme je te disais, quand tu fais tes 5 années, tu es préparé pour toutes les branches. Mais c'est ça. En fait, il y a il y a les petits animaux, il y a les grands animaux. Puis dans les grands animaux, il y a les porcs, la médecine porcine, il y a la médecine bovine des vaches, la médecine équine. Tu as aussi, à part les animaux, tu as la santé humaine. Ça, les gens n'y pensent pas. Mais c'est des vétérinaires aussi qui vont surveiller les zoonoses. Ça, c'est un beau mot, les zoonoses. Ce que ça veut dire, c'est des maladies qui s'attrapent entre animaux et humains. Donc, on va vérifier, les vétérinaires sont responsables de certains laboratoires qui surveillent la rage, entre autres maladies, la maladie de Lyme aussi. Il y a des vétérinaires qui travaillent là-dessus parce que ça se passe d'un animal à un humain. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on mange au niveau de la viande doit être vu par un vétérinaire. Ah, ouais. OK. Oh, ouais. Donc, c'est toutes les inspections de viande, celui qui est à la tête d'une place. On ne veut pas manger du poulet qui Genre la grippe aviaire. Exactement. Ils vont travailler beaucoup là-dessus. Puis, comme je te dis, dans tous les abattoirs, il y a un vétérinaire qui surveille à ce qu'il n'y ait pas de bactéries dans ce qu'on mange, de mauvaises bactéries. Il y a la recherche, il y a des vétérinaires qui sont formés puis qui finissent par pas appliquer au niveau des petits animaux. Ils vont décider, eux autres, d'aller en recherche pour trouver des solutions aux maladies que les animaux ou les humains ont. Puis, on a aussi en enseignement, il y a des vétérinaires qui vont vraiment aimer trop l'enseignement. Ils vont aimer ça, expliquer, ils sont doués pour ça. Et puis, ils vont juste comme s'en aller dans ce domaine-là. Ça ressemble à ça. Puis, dans les petits animaux, ben, tu peux penser comme à la médecine humaine ordinaire. Il y en a qui étudient plus la peau. On a des dermatologues. Ceux qui étudient plus les yeux. Les ophtalmologistes. Pour les animaux? Oui. Donc, tu fais ton cours de médecine vétérinaire, puis là, tu es tellement ça étudié que tu continues un petit 2 ans, 3 ans pour faire ta spécialité là, dans un domaine donné. OK. Oui. La neurologie, les cancers, les animaux, ils en ont du cancer. Donc, ils ont des oncologues vétérinaires. OK. Il y a des ostéopathes vétérinaires. Des physios vétérinaires. C'est moins vu, par exemple. Ça s'en vient avec... il y en a qui vont travailler en conjonction avec des gens qui sont en physiothérapie, là, mais je pense pas encore que c'est une spécialité. OK. Puis, j'avais une question dans le fond, pour toi. Ce serait quoi les compétences requises pour devenir un vétérinaire? Oui, bien, tu sais, tantôt, on a parlé de l'amour des animaux, là, ça, c'est sûr. Puis, on parlait aussi du fait que il faut que tu sois curieux. Il faut que tu sois curieux, que tu aimes trouver les solutions. Il faut que tu aimes le monde minimalement. Puis, tu sais, ça se développe tellement. Tout ça se développe. Parce qu'on t'apprend à l'école à devenir détective. Tu ne l'as pas comme ça, là. Il faut que tu l'apprennes. Puis aussi à être à l'aise à parler avec les gens. Parce qu'à chaque jour, tu vas voir des clients nouveaux. Mais ça se peut que tu ne sois pas à l'aise. Tu ne te dis pas « Ah, je n'irai pas en médecine vétérinaire à cause de ça. » Ça se développe. Puis il faut juste se faire confiance. Fait que c'est ça. C'est vraiment ça, je trouve, les points importants. Être prête à donner de son temps aussi parce que c'est exigeant. C'est un métier qui demande quand même beaucoup de rigueur puis beaucoup de temps. On est très sollicité. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Fait que c'est sûr qu'on est porté à travailler souvent. OK. Fait que c'est pas des horaires fixes. Mettons, c'est beaucoup flexible. Puis Oui. ça peut dépendre des mois de l'année. Puis... Exactement. On dirait que tu as été vétérinaire, toi. Vous devez sûrement être plus occupé lors des mois de juillet quand il y a des déménagements. Toi, tu penses que c'est juillet? Oui, ben, ou Noël. Toi? Ben, moi, je pense que c'est plus... la rentrée scolaire. Je sais pas. OK. C'est le printemps. OK. Les naissances? Non, c'est vraiment... Bien, là, je parle des petits animaux, mais les grands, tu as bien raison. Pour les naissances, dans les grands animaux, c'est quand même un temps, le printemps, où est-ce qu'il y en a plus. Autant même de l'agnelage, je me rappelle que c'était plus au printemps, quand les petits agneaux naissent. Mais nous autres, en médecine vétérinaire des petits animaux, c'est vraiment là où est-ce qu'il y a plus de bébés, mais il y a plus aussi de prévention de maladies. Donc, tu sais, pendant qu'ils sont en l'intérieur, ils n'attrapent pas grand-chose. Mais aussitôt qu'ils commencent à faire beau, tu les mets dehors, ils peuvent attraper des puces, ils peuvent pogner la maladie de Lyme, ils peuvent attraper le ver du cœur. Donc, c'est ça.
on donne des préventifs. Puis souvent, les gens, ben, ça coïncide en même temps avec leur examen général de l'animal. Donc, c'est là qu'on s'arrache les cheveux pour avoir du temps. Ah, ouais, OK. Mais moi, j'avais pensé que... mais ça doit plus être la SPCA ou quoi que ce soit qui sont beaucoup plus occupés lors des mois de juillet ou après les vacances. Exemple, vacances de Noël, tu veux pas, il y a des familles qui reçoivent des animaux à Noël, mais qu'après ça, les vacances reviennent. Ça doit quand même être des temps qui sont plus occupés. Mettons. Dans les refuges. Ouais. Dans les refuges, ils vont avoir une recrudescence. Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui arrivent, malheureusement, quand les gens déménagent. Puis à Noël aussi, là, c'est le contraire. Mais tout de suite après Noël, il y en a qui ne sont pas faites pour avoir des animaux. Puis là, ils le savent là. Donc, il y a encore une... Ils réalisent que finalement, c'était pas trop pour eux avoir un chien. Ouais, ça serait une bonne chose d'y penser plus. Mais tu sais, des fois, il y a des gens aussi qui développent des allergies. Donc, on ne lance pas la roche, la pierre à personne. Là. C'est juste que c'est le constat. Ben moi, ma question, c'est quoi les opportunités de carrière pour les vétérinaires? C'est quoi les pas les branches, mais quand tu es vétérinaire, qu'est-ce que tu peux faire de spécial? Genre? De spécial? Ben, mettons, tu as ouvert ta clinique. Ouais. Y a-tu autre chose comme ça que tu peux faire? Bien là, tu sais, comme tantôt, on avait comme un arbre où est-ce qu'on disait, si je m'en vais dans les petits animaux, c'est quoi mes opportunités? Bien là, c'était d'ouvrir une clinique, effectivement, ou travailler pour quelqu'un d'autre, ou aller travailler dans un centre, un gros centre, là, où est-ce qu'il y a plein d'urgences qui t'arrivent dessus, puis ça peut être un peu plus trillant. Dans les petits animaux, c'est à peu près ça. Mais c'est sûr que dans les grands animaux aussi, tu peux avoir une clinique, aussitôt que tu as des clients, effectivement. Mais on parle des... Sinon, tu peux être un spécialiste qui se promène d'une clinique à l'autre. Ça arrive. On en a un qui est cardiologue. Des travailleurs autonomes. Autonomes de vétérinaires. Oui, on en a un, c'est un cardiologue. Il se promène, M. Boileau, Dr Boileau, qui se promène d'une clinique à l'autre. Lui, on l'appelle parce que des cas de cœur chez les animaux, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Donc, quand on entend quelque chose, à un moment donné, c'est comme un beat, le cœur, puis c'est plus ça que tu entends. C'est comme un petit solo de drum à la place. Donc, tu te dis, oh, là, je pense que je vais appeler le cardiologue. À ce moment-là, il arrive avec tout son kit, son échographie de cœur, puis il fait des diagnostics dans notre clinique, puis il repart avec son petit camion. Fait que lui, il est plus là comme sur appel. Oui, bien, souvent, on va l'appeler effectivement, puis il va se faire un horaire. Il va se promener d'une clinique à l'autre. Ça peut se faire comme ça aussi. Il y a des vétérinaires qui vont aller travailler. On parle, comme il y en a un qui est au biodôme, qui s'occupe de tous ces beaux oiseaux, animaux, lynx, castor, name it. Donc, ça aussi, c'est le fun. Tu en avais parlé tantôt, ceux qui travaillent aux zoo de Granby, c'est sûr que c'est quelque chose. Là. Puis dans le fond, pour exemple, travailler aux zoo de Granby, c'est pas des petits animaux. Ça peut être autant des lions, c'est complexe, des chimpanzés ou bien des gorilles, name it. Il y en a plusieurs. Ça doit être une autre branche du métier de vétérinaire. Je te dirais qu'on fait tout le même cours, mais quand tu termines, mettons, la personne décide de se faire une spécialité, bien, souvent, elle va avoir à s'expatrier, à s'en aller, mettons, dans un zoo comme en Californie, passer quelques années comme assistante, se forger sa propre expérience. Puis à un moment donné, il y a peut-être un poste qui va se libérer plus au Canada, mais tu sais, c'est très... Il y en a combien de zoos, hein? C'est très difficile de ce côté-là de trouver une place. OK. Puis mais ce que je voulais dire, c'est plus... est-ce que c'est une spécialité de la... lorsque vous terminez, dans le fond, vous êtes plus spécialisé avec les petits... Non? Non, mais quand on termine, là, j'aurais pu m'en aller dans les vaches. Ah, OK. Oui, on a un curriculum général. OK. Ça veut dire que demain matin, il y a un lion qui est malade. Est-ce que vous serez capable de... Mon Dieu, non, ça ne veut pas dire ça. OK, ben, je sais pas. Amène-moi pas ton lion! Ben, je vais essayer, là. Comme Mike Tyson, là, moi, j'ai un lion en place d'un tigre. Là, mais... C'est ça. Ben, c'est sûr qu'on resterait surpris, puis c'est dans la famille des félins, mais honnêtement, c'est vraiment... Quand on termine, on a tout le même curriculum, mais après ça, quand tu t'en vas dans des branches spécialisées, il faut aller se spécialiser, là. Okay. Après le cours de médecine vétérinaire. Comment les vétérinaires ils gèrent, mettons, les situations d'urgence? Mettons, tu as un animal qui suffoque, là, puis là, on te l'amène. C'est quoi que tu fais, genre? Bon. C'est sûr que la première chose, toujours à regarder, c'est quand il suffoque comme ça, bien, effectivement, là, la ligne de vite est super importante
importante. Son cœur, sa respiration, c'est les premières choses qu'on travaille dessus rapidement. Donc, on l'amène tout de suite en arrière et puis, c'est pas le temps là, d'aller faire une radiographie là. Il faut l'installer tout de suite sur respiration, puis ça peut arriver jusqu'à l'anesthésier pour qu'il se calme, pour qu'on puisse aller voir qu'est-ce qu'il fait. Il est peut-être pris avec un morceau. Puis là, c'est là que je te parlais des petits points d'interrogation. Il est peut-être pris avec un os au niveau de sa gorge. Mais lui, il peut pas te le dire. Ben non, mais même un humain ne le dirait pas. Là. Il est pris là. C'est Donc, c'est ça qu'on va aller vérifier. On va aller vérifier les voies respiratoires. Pourquoi c'est bloqué? Mais dans un temps rapide. Puis s'il s'énerve, puis c'est encore pire que pire, on peut l'anesthésier, puis prendre le temps après d'aller vérifier si on peut passer un tube pour le faire respirer. Si c'est vraiment bloqué énormément en haut, on peut faire une trachéotomie. Et là, je pense en même temps que je te parle, mais je l'imagine, là, il arrive, là, je suis pressée. Donc, on peut faire une trachéotomie. Qu'est-ce que c'est? Le mot tomie, quand vous voyez ça quelque part, ça veut dire couper. Donc, trachéo, un trou dans la gorge, entre deux petites rondelles de cartilage, pour faire passer un petit tuyau. Et de ce tuyau-là, ben, on l'installe sur l'oxygène. Ça nous donne du temps pour trouver c'est quoi le problème, puis le régler. Fait que c'est sûr qu'on va après trouver la raison. Mais la première affaire, c'est toujours de sécuriser la vie. Donc, autant s'il arrive puis on ne sent plus son cœur, bien, ça va être la même chose que chez l'humain. Au lieu de faire la réanimation, as-tu appris ça, toi, la réanimation? Oui, le RCR. Ben oui. Au lieu de faire le RCR sur la poitrine directement, ben, on va le mettre sur le côté parce que la cage thoracique des animaux, elle n'est pas faite comme la nôtre, elle est plus écrasée latérale. Oui. Donc, quand il se met latéral, on peut pomper à ce moment-là. On peut faire le nez à bouche aussi. Le nez à bouche, OK. Le nez à bouche, toi. Ah, ouais. Oui. Mais c'est sûr que quand tu es en clinique, on le fait moins, là. Mais je l'ai déjà fait. Mais on va plutôt pomper puis essayer de trouver le plus tôt possible de poser un tube. À ce moment-là, avec le tube, bien, on contrôle sa respiration avec un ballon. On peut le faire respirer. Okay. Fait que ça, c'est des voies super importantes. Puis après ça, bien, on lui met un fluide habituellement. Ça, c'est sa ligne de vie. C'est-à-dire, on va mettre, comme l'humain, un sérum avec de l'eau physiologique. Et puis, à ce moment-là, bien, si on a des médicaments à donner vite, de l'épinéphrine, on va envoyer ça le plus rapidement à son cœur. OK, parfait, ça. C'est-tu une bonne réponse, ça? C'est correct? C'est une super bonne réponse. Je vous perds pas là-dedans. Oh, Puis, bon, aucunement. est-ce que vous pensez qu'il a survécu? Moi, je crois que oui. Oui, hein? Moi, je crois que oui. Oui, c'était un os qu'il y avait dans la bouche, puis on l'a enlevé. Ben Alors, d'où mon intervention. On ne doit pas donner des os de table à nos chiens. Ben non. Non, on le sait, ça. Puis moi, c'est ce que je me demandais. Tu sais, on parlait d'opérations tantôt. Est-ce qu'il y en a qui sont plus faciles ou plus récurrents, plus difficiles? Tu sais? Oui. Y a-t-il des différences entre chaque opération? Oui. Tu sais, dans le fond, la médecine vétérinaire des petits animaux, il y a aussi ceux qui aiment beaucoup, beaucoup la médecine, se creuser la tête, à dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, ce chat-là? Puis je vais faire une prise de sang, puis gna, gna. » C'est super. Puis il y a les chirurgiens. Ça, c'est ceux qui sont efficaces, puis qui aiment ça, régler le problème en 1 heure, puis tout est réglé. On aime ça, les chirurgiens. Bien, on est un peu à la fois les deux. Mais En faites-vous des chirurgies? Oui, Okay. mais on fait les deux. Mais en général, le vétérinaire va faire des deux, mais il y en a qui préfèrent plus une que l'autre. Moi, j'aime bien la chirurgie parce que tu te sens un dieu. Tu sais, c'est vrai, il arrive avec un gros problème, il ressort, il est guéri. Tu sais. Non, mais c'est très valorisant, faire sa part de faire ce genre de métier-là parce qu'on guérit. Tu me disais des chirurgies. Bien, c'est sûr que je pense que tout le monde pense à la stérilisation en premier. Hein? C'est sûr. La castration d'un chat, c'est pas mal l'affaire la plus facile qui est à faire. Là. OK. Ça prend combien de temps environ? Une castration de chat, ben, l'acte comme tel est bien moins long que toute la préparation d'anesthésie. Évidemment. Mon Dieu, une petite castration de chat, ça a pris 5 minutes. Là, c'est beau. Là. Oh, OK. C'est beau. Là. OK, c'est vraiment pas long. Non, c'est pas long. C'est une petite chirurgie, mais tout ce qui est autour, les précautions pour ne pas le perdre en chirurgie, les prises de sang pour s'en assurer que tout est beau, le protocole d'anesthésie, puis le protocole de réveil, tout ça, c'est beaucoup plus long. Oui, c'est ça. OK. À quoi ça ressemble une journée de travail? Mettons, une journée typique, mettons, tu vas travailler, qu'est-ce qui se passe dans ta journée généralement? OK. Bien, première chose, tu ne sais pas avant de partir. Ça, c'est trillant. C'est trillant. Tu t'en vas, puis ça va peut-être être super tranquille. Tu vas avoir le temps de lire 1 ou 2 articles. Et puis, d'autres fois, ben, tu ne reviendras pas coucher.
Ah ouais, Ah ça vous est oui. déjà arrivé de Oui. passer la nuit Ah oui. devant une table d'opération pour un... Oui. OK. En chirurgie où je me souviens d'un cas, c'était bien spécial. Le chien il y avait eu bien du vent. Puis il y avait une tonnelle qui était tombée sur le chien. Puis un des coins de la tonnelle a frappé très fort entre deux vertèbres. Oh. Qu'est-ce que ça le fait? Ça l'a pas rentré à l'intérieur, puis le chien n'avait pas de plaie tant que ça, là, il n'y en avait pas. Mais ça l'a percé l'enveloppe du poumon. Puis le poumon, lui, il y a son enveloppe, il est comme dans sa balloune. Puis il est en contact avec l'extérieur. Mais entre le poumon et la cage thoracique, il y a un espace. Mais vu que la balloune du poumon était percée, chaque fois qu'il respirait, l'air s'en allait en dehors du poumon, entre les côtes et le poumon. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il respirait, son poumon se faisait écraser par l'air qu'il y avait entre la balloune et les côtes. À chaque respiration. Fait qu'il était en train d'étouffer à chaque fois qu'il respirait. Fait que ma job, c'était de piquer, aussitôt que je voyais qu'il était comme ça, piquer et aspirer l'air entre les poumons et sa cage. Puis à un moment donné, ça se replaçait. Puis ça revenait 15 minutes après. Mais ce qu'on savait quand on lit les livres, c'est que ça allait se placer dans quelques heures. Alors, on a passé une nuit, puis de plus en plus, ça s'estompait. Ce temps-là s'allongeait. Puis quand la nuit était terminée, bien, le chien était correct. Ça s'était colmaté, puis c'était correct. Mais c'était impressionnant. Quand il commençait à avoir de la difficulté à respirer, là, on avait juste à piquer, puis on sortait tout cet air-là, puis il respirait pour petit pit. Fait que c'était impressionnant. Alors, j'ai même pas répondu à ta question, qui était... À quoi ça ressemble une journée de travail? Oui, c'est ça. Bien, on rentre le matin, c'est sûr qu'on essaie de régler ça un petit peu, on essaie de prévoir. C'est-à-dire que le matin, souvent, c'est la chirurgie parce que c'est le temps que tu es plus en forme. Hein? Quand tu as quelque chose à faire ou est-ce que ça demande beaucoup de concentration, c'est là que tu t'y mets le matin. Et puis, on peut avoir 5, 6, 7 chirurgies de fil. Et on est avec notre équipe de chirurgiens, de techniciennes en chirurgie. Et puis, en général, après le dîner, bien, tu peux commencer. Des fois, il y a une autre équipe qui fait de la chirurgie. Puis toi, tu peux commencer à faire, mettons, de la consultation. Donc, à toutes les 30, 40 ou 50 minutes, dépendamment du cas qui est perçu par la réceptionniste, elle va donner plus ou moins de temps. Tu rencontres une personne pour l'informer qu'est-ce que c'est d'avoir un chien. Elle vient d'en avoir un. Le deuxième arrive, bien, c'est un vieux chat, il ne marche pas, il y a de la misère. On sait que 90 % des chats qui ont en haut d'11 ans, ils font de l'arthrite. 90 % en haut d'11 ans. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est une des premières choses que les gens vont remarquer. Ils ont de la misère avec les petites pattes ou ils font pipi ailleurs, ils ne veulent plus aller dans le litière. Il y a des choses à faire avec ça. Fait que c'est ça, d'un cas à l'autre, c'est toujours différent. C'est un chat, c'est un chien, c'est un lapin, c'est un cochon d'Inde. C'est toutes sortes de choses qui arrivent avec toutes sortes de problèmes différents. Il ne faut pas s'énerver. On est toujours comme très, très disponible avec la personne qui nous explique toutes les informations, puis on joue au détective. C'est le fun. Okay. Oui, c'est le fun. Puis c'est sûr que tu me parlais d'horaire. Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le jour. Alors, les cliniques vétérinaires, ils sont ouvertes aussi le soir. Donc, c'est un métier que des fois, ton horaire, c'est de 9h à 4h, mais une autre fois, ça peut être de 2h l'après-midi à 8h le soir. Des fois, tu vas aimer ça, parce que tu peux dormir plus longtemps le matin. Oui. Est-ce que pour ce qui est la vie familiale, comment que ça se passe? Est-ce que c'est un métier qui s'ajuste bien avec la vie familiale? Ou... Oui, je pense que oui, parce que comme je te dis, dépendamment, c'est sûr que quand tu es propriétaire de ta clinique, tu as peut-être plus de jeux, mais même à ça, on est très ouvert aux réalités des autres aussi autour de nous autres. Donc, si la personne, elle a dit, ben moi, j'aime mieux faire les soirs, comme ça le matin, je suis disponible pour les enfants parce qu'ils ne vont pas encore à l'école, puis le soir, mon mari est là pour les accueillir. En tout cas, bref, oui, il y a moyen de faire quelque chose avec ça, faire du 2 jours, du 3 jours, du 4 jours, du 5 jours, du 6 jours semaine. Fait que c'est vraiment adapté, puis c'est flexible. Oui, je te dirais que oui. Parfait, ça. Je trouve que c'est des bonnes réponses. On arrive aux 30 minutes, puis pour vrai, je pense qu'on en apprend déjà beaucoup. Ouais. Sur c'est le cool. métier vétérinaire. Il nous reste encore Oui. deux questions. OK. C'est correct pour vous? Ben que oui, vous avez encore du certain. temps? Parfait. Moi puis Théo, on a en masse le temps. C'est bien ça. On a amené Théo, notre chien. Oui.
Pour nos auditeurs, c'est quelle race que vous avez? On a amené un petit chihuahua de 5 livres. Il est tout petit. Il a quel âge? 11 ans, imagine. OK, ça doit faire... ça fait combien de temps que vous l'avez eu à la naissance? Moi, je l'ai eu à 6 mois. Oh! Donc, Il est vraiment tout petit. il est petit, hein? Ouais, on dirait ouais. on parle de lui, il se lève. Ouais, là, il voulait venir dire un petit coucou. Tu veux-tu dire bonjour? Oui, il y avait une question que je trouvais ça vraiment intéressant à poser. Ça a été quoi ta pire expérience avec un animal? Ah, ouais. Tu sais, on dirait qu'on essaie de les oublier. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Il y a toujours du très, très beau puis du très, très pas beau comme dans n'importe quoi, là. Les naissances, c'est super le fun. Réussir une chirurgie. Ce que j'aime beaucoup dans ce métier-là, les gens te font confiance. Il y a des chirurgies, des fois, que j'ai fait juste parce que la personne m'a dit « J'ai confiance en toi, je veux que tu le fasses. Si jamais ça ne marche pas, je sais que tu vas avoir donné ton maximum. » Puis quand tu réussis ces choses-là, c'est tellement valorisant. Tu viens de sauver une vie, puis Ouais, hein? il n'y a rien de plus valorisant pour moi dans mon métier là, que de sauver des vies. Des choses plus difficiles, ben, c'est sûr que les euthanasies, c'est moins le fun, mais ça, encore là, on apprend à faire ça, puis on ne fait pas des euthanasies pour rien. C'est un peu maintenant comme l'aide à mourir chez l'humain. OK. Il n'y avait pas ça il y a quelques années, l'aide à mourir chez l'humain, mais nous, on a été habitués avec ça en médecine vétérinaire. C'est peut-être plus ça qu'on devrait dire maintenant. L'euthanasie, c'est de l'aide à mourir. Parfait. Donc, c'est des animaux qui sont en fin de vie, des animaux qui n'ont pas d'avenir, qu'on euthanasie souvent. Souvent, c'est ça. Sinon, on leur trouve une deuxième famille, si c'est parce que la famille est allergique. Donc, c'est sûr que c'est des temps, des fois, plus difficiles quand on doit vivre des euthanasies, mais il y a quelque chose de beau même dans cette période-là avec les gens qui l'ont aimé, puis c'est une autre forme de vie. En tout cas, bref. Puis, dans le fond, puis est-ce que vous avez fait d'autres animaux que, par contre, comme par exemple des chiens, des chats? Est-ce que vous avez déjà fait des animaux comme plus comme des reptiles, des hamsters? Plus exotique un peu. Oui, bien pour ma part à moi, il y a beaucoup de vétérinaires qui font les deux, qui font les exotiques, on appelle ça des exotiques. J'ai pas mal aidé des traitements de base au niveau lapin, au niveau gerbille, des rats, mais jamais je me suis considérée, là, je ne faisais pas de chirurgie dans ces animaux-là. Donc non, j'ai choisi plus le chien et le chat. OK. Plus la base des animaux de compagnie qu'on a à la Oui, maison. effectivement. Moi, je voulais savoir combien de temps ça prend pour... combien de temps il faut investir pour éduquer un animal? Mettons, tu as un bébé chien, puis jusqu'à ce qu'il soit vraiment dressé. T'as-tu un bébé chien, toi? Non. Par sorte allergique. C'est pas la vie qui manque, hein, Brie? Non. Non. On salue les parents à Brie. Mais ouais, combien ça prend de temps à investir pour éduquer comme parfaitement, si je peux dire, un animal? Bien, l'idéal, tu sais, dans tout ça, c'est important, si on a un chien, si on décide d'avoir un chien dans notre famille, les gens qui nous écoutent, c'est d'être conscient que c'est un gros contrat. C'est un contrat à donner beaucoup de temps à cet animal-là. Parce que c'est pas à dire qu'une fois par semaine, je vais aller le promener, puis je vais lui demander de s'asseoir, puis ça va être compris. Dans le fond, je réponds à ta question, le nombre de fréquences que tu vas travailler avec ton chien va faire à la vitesse à laquelle il va comprendre ce que tu dis. Parce que c'est un langage commun. Puis on va se parler par les gestes qu'il faut qu'ils comprennent. Dans le sens, il y a des gens, des fois, qui vont mettre leurs mains sur leur cuisse. Le petit chien va venir facilement au pied. Il n'y a plus besoin de le dire. Donc, c'est juste le geste. Mais le chien, il a fallu qu'il comprenne ça. C'est intelligent. Donc, je te dirais, ça commence déjà à l'âge tout petit, à 2-3 mois. On appelle ça la maternelle. C'est des petits cours qui se donnent pour que l'animal et le propriétaire se comprennent. Il y a eu une conversation ensemble par les gestes, par les mots, par la douceur du ton, puis tout ça. Et puis, plus qu'on pratique, plus que ça va bien. Mais comme toute personne qui grandit, le chien va passer par une période d'adolescence. Connaissez-vous ça, Mademoiselle Brie? Dans sa période d'adolescence, le chien va dire « Je ne me rappelle plus bien, qu'est-ce que tu m'as dit là? » Je vais essayer d'autres choses, voir. Moi, je vais explorer.
Et puis là, ben, il y a une petite période que ce qu'il avait appris, il faut encore plus être là pour dire, ben oui, c'est la bonne chose. Sinon, on ne pourra pas se comprendre. Ouais. Et puis, je te dirais que jusqu'à 1 an, là, tu ne peux pas dire que ton chien est complètement éduqué. Il apprend facilement. Il a à apprendre facilement jusqu'à 1 an pour maîtriser les commandements de base, puis être vraiment, par rapport à toi, comprendre ton langage. Parce que les chiens ne sont pas éduqués tous de la même façon, parce qu'on ne veut pas tous la même chose de nos chiens. Non. Il y en a qui ne voudront même pas que le chien rentre dans la cuisine quand il mange. Puis il y en a d'autres qui vont leur donner un petit morceau. Alors, ça dépend comment est-ce qu'on est par rapport... Notre chien va réagir, il va être directement calqué sur nos besoins, nos envies, nos demandes. Puis j'imagine que tu vas pas éduquer ton chien de la même façon si tu veux qu'il aille à la chasse avec toi ou qu'il fasse de la zoothérapie avec toi. Et oui, tu as bien raison. C'est tellement pas le même type de chien. Non. Le chien à la chasse, c'est une espèce d'hyperactif. Ouais. Wouhou! Tandis que le chien en zoothérapie, ça n'a pas une graine de malice. Puis c'est sûr que même ces chiens-là, après avoir eu leur cours de base, ben là, ils vont aller à l'école des chiens en zoothérapie. Donc, ils vont apprendre encore plus. Puis les chiens Mira, mettons, est-ce qu'il y a une autre formation? Oh que oui, les chiens Mira, c'est cute, ça. Oh, j'ai eu souvent à soigner des chiens Mira, puis... moi, je peux les flatter. Quand tu vas dans un magasin, tu peux pas les flatter. Ouais. Mais moi, je peux les flatter. Donc, quand ils viennent en clinique, ils leur enlèvent leur harnais, puis là, ils redeviennent comme un chien normal. Ouais. Mais ces chiens-là, quand ils sont tout petits, ben tu connais un peu comment ça fonctionne. Hein? Je pense que la majorité des gens savent que ces chiens-là, ils s'en vont dans des familles d'accueil. Ouais. Et là, ces gens-là vont les élever comme si c'était leur propre chien. Ils vont tous faire la job de maternelle, toujours en lien avec l'école de Mira. Et viendra le jour où est-ce qu'ils vont être, après ça, matchés, comme on dit, avec un non-voyant ou une personne qui a des besoins particuliers. Ces gens-là qui ont des chiens qui les élèvent comme les leurs puis qui les donnent après, ça doit être assez traumatisant. Oui, moi, ça me briserait le cœur de me séparer d'un animal de même. Là. Ça n'a pas de bon sens. Je leur lève mon chapeau parce que c'est sûr que... Puis on a besoin de ces gens-là. Sinon, il n'y en aurait pas de chiens d'aide. Ouais. Fait que c'est sûr que... Fait que les chiens de Mira ont cette... Puis après, ils vont rentrer à l'école de Mira. C'est comme leur université. Puis ils vont avoir leur diplôme puis tout ça là, après. Parfait. Puis sinon, on va aller avec la dernière question. Brie, tu veux-tu la poser, la dernière question? C'est quoi le métier que tu voulais faire avant? Mettons, si ça ne marchait pas vétérinaire, qu'est-ce que tu aurais fait? Si ça n'avait pas marché vétérinaire, OK. Si ça n'avait pas marché. Tu sais que j'ai travaillé fort. Je suis allée refaire un bac en biologie avant de rentrer en médecine vétérinaire. Mettons qu'il ne m'aurait pas pris pareil. Ben, sais-tu... Moi, là, la personne qui fait quasiment ma job en même temps que moi, qui est toujours mon ombre, c'est la technicienne en santé animale. Celle-là, elle a accès... Il y a beaucoup de pouvoirs qui ont été délégués aux techniciennes. C'est fou, là. Genre les vaccins? Ah, c'est bien plus que ça. Une technicienne, maintenant, c'est eux qui endorment. Moi, pendant que je remplis mes dossiers, on dit « Prépare-moi le petit Nestor ». Fait que le petit Nestor, pendant ce temps-là, les filles ont donné la première dose de pré-anesthésie, où est-ce qu'on se sent un peu sans dessin. Ensuite de ça, ils l'amènent pour l'injecter. Ils vont intuber, ils vont mettre le petit tube pendant qu'il dort pour pouvoir le faire respirer. Ils vont le raser, ils vont me l'amener tout propre dans ma salle de chirurgie. Il reste juste à mettre ma jaquette, prendre mon bistouri, puis ça commence. Donc, puis après ça, le réveil, c'est tous eux qui s'occupent de ça. Donc, la technicienne, aujourd'hui, c'est fou toutes les belles opportunités qu'il y a de ce côté-là aussi. Donc, j'en aurais pas été brimée si j'avais pas pu aller en médecine vétérinaire. Surtout aujourd'hui, ça aurait été mon deuxième choix facile. C'est super beau. Ça veut dire que, dans le fond, vous êtes vraiment dans le domaine que vous voulez. Dans le fond, que depuis que vous êtes jeune, c'est vraiment les animaux qui vous intéressent. Puis, tu sais, on disait un autre métier, mais ça a encore... rapport aux animaux. C'est ce qui est beau avec votre passion, que je trouve. Bien, c'est sûr que les animaux, les enfants, c'est tout... ça nous garde jeunes, puis c'est ça. J'aime ça. Hein? Ouais. Il y en a qui aiment la mécanique, bien, tant mieux. Ouais, c'est ça. Nous autres, on aime les animaux. Bon, ben, je pense qu'on va finir là-dessus. J'aimerais ça vous remercier, Mme Forget, d'être venue
d'être venue pour notre première émission du Hey, podcast. je suis donc bien chanceuse. C'était vraiment intéressant. C'est t'es bien vraiment le fine. fun, Mhm. pour vrai. Merci, la J'ai gang. appris beaucoup. Je pense que toi aussi, Brie. Ouais. Fait que j'aimerais ça vous remercier puis d'avoir pris votre temps. Puis Hey. à la prochaine, tout le monde. Merci Oui, beaucoup. bye. Bye! Merci d'avoir été sur les ondes du Carrefour musical. Nous vous souhaitons une belle après-midi et à demain!